pour le Festival des visiteurs du soir organisé par le réseau Botox et dans le cadre des Journées du patrimoine de Monaco, pour lequel la performance que certains d'entre vous, ou pas, à laquelle on va assister ce soir, suivre le perroquet blanc et autres récits. Tour et suivre le perroquet blanc, récits et autres tours. Voilà. C'est un titre qu'on a tellement écrit et dit que j'ai réussi à mal le dire. Non, je pense que cette partie, c'est toi qui l'as trouvée. C'est vrai, en plus. Voilà, merci. Double erreur. Ce soir, on va apprendre un peu les sous-bassements, les arcanes. Les arcanes, les échafaudages aussi, peut-être de cette performance. Et de ton travail. Et de mon travail. Oui, mais on va finir sur le perroquet blanc et en essayant de montrer un peu comment ça s'emboîte, comment ça se fait, si ça vous intéresse. On regarde l'heure. Vous avez l'heure? Vous avez l'heure 43. Non, maman s'est arrêtée. Je ne l'ai pas remonté depuis un petit moment. T'en as deux, toi? J'en ai deux. Il y en a une qui ne marche pas. Les deux, aucune ne marche. J'en ai une qui marche, mais elle est tombée. Celle-ci, elle est cassée. Et celle-ci, c'est une montre sur laquelle il n'y a pas de verre. D'accord. Moi, j'en ai bientôt plus. À chaque fois qu'elle tombe, le verre se brise un peu plus. C'est ça. On a quand même une histoire de montre cassée à Monaco. Celle-ci, je l'ai cassée à Monaco. C'est vrai? Oui. Moi aussi. Et on a une troisième, enfin une quatrième montre ici. Pourquoi? C'est la tienne? Non. Ok. On ne sait pas qui est la tienne. C'est qui est. Ah, c'est pas la tienne. Non. Ok. C'est l'air d'être une C'est une montre de Gérard Klein, qui est un éditeur et écrivain de science-fiction. Ah oui, Gérard. Non, je le vois. Qui appartient à... Oui. C'est une Swatch. Mais pas que. Oui. C'est une question de temps. Surtout. C'est une question de science-fiction aussi. On a prévu de parler, mais je vais surtout citer les mots, et comme ça on verra si on arrive à en parler ou pas, parce que je sens qu'on va être pris par plein de choses. On va essayer de parler ce soir de voix, de convergence, peut-être de palimpseste, de dessin et de schéma, d'hypnose, d'hypnométhode, de déprise avec son corollaire, peut-être l'emprise, ou peut-être aussi la reprise. On va parler de anticipation, rétrocipation, émancipation éventuellement, de conversation, d'adresse, de fragments, de synchronicité, de défiction, de corps, de forme, de ce qui est vécu et perçu, des régimes d'attention, des tours, donc peut-être essayer aussi de parler d'enquête, d'écriture, d'écho et de temps. Le temps, c'est vraiment... Le temps, c'est mon matériau préféré, comme vous l'aurez peut-être compris, et je le considère absolument comme un matériau, en fait, comme une chose qui va être travaillée, qui peut prendre différentes formes. Voilà, j'ai mis longtemps avant de comprendre que c'était la manière dont certains artistes peuvent dire quel est leur matériau de prédilection, que pour moi c'était le temps, parce que c'est voilà, il y a vraiment une question, on peut vraiment faire des métaphores, des parallèles, sculpter, etc., avec toutes les pratiques, avec diverses pratiques artistiques, même si je dois reconnaître que la performance est l'endroit où ça se... où c'est le plus malléable, ouais, enfin, oui, puis que c'est le plus... c'est l'endroit le plus juste, en fait, pour travailler le temps. Oui. La temporalité. Ouais. Mais on a aussi prévu donc ce soir d'avoir une conversation. Oui. Parlons ensemble aussi, hein. Voilà. N'hésitez pas, donc voilà, on va naviguer, peut-être aussi avec des questions, des échanges, donc n'hésitez pas à intervenir. Et puis nous, on va converser. Ouais. On va tourner autour. On va tourner autour de Monaco, du sujet, de ton travail. Et peut-être simplement en introduction, parce qu'on ne l'a pas dit, c'est pas évident pour tout le monde, donc évidemment tu as la pratique artistique que tu viens de définir, qui est principalement axée autour de la performance, de la vidéo aussi, de l'écriture,
vous l'avez compris. Tu enseignes aussi à la Haute École des Arts du Rhin à Strasbourg. Qui n'est plus l'école des arts décoratifs. C'est la suite, en fait, c'est le regroupement de l'EPCC qui regroupe l'École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, qui est l'école historique, mais aussi l'École des beaux-arts de Mulhouse, qui s'appelait anciennement le Quai, et l'Académie de musique de Strasbourg aussi. C'est une grosse école. Et tu y enseignes principalement la performance. Oui. Écriture, performance, et plein de choses un peu entre les... Parce qu'il y a des étudiants ici parmi vous. Mais oui, c'est ça, on est dans une école. Donc plein de choses un peu, je sais pas comment dire, un peu qui émanent, quoi. On peut par exemple s'interroger sur les questions d'après-école à certains moments, ils ont des modélisations, et puis il y a quand même des questions féministes qui traversent bien toute ma pratique d'enseignante, je dirais. Il y a de nombreuses écoles actuellement, ouais. Me semble-t-il aussi. Oui. Justement, comment ça commence un cycle d'enseignement autour de la performance avec l'idée de prolonge? En général, ça commence par du retard, c'est quasiment sûr. Non, mais je te racontais, mais c'est vrai qu'il y a ce truc le premier cours donc l'enseignement que je propose autour de ces questions-là, c'est un laboratoire qui s'appelle Action, Performance, Épreuve. Et dans l'histoire du laboratoire, c'est pas un truc de laboratoire universitaire, on n'est pas dans cette définition-là du laboratoire, mais bien peut-être ce qui convoque un peu un imaginaire autour du laboratoire. On peut expérimenter, on vient ici pour faire des choses ensemble et on peut se planter. Il y a un côté aussi un peu... Je m'étais aperçu que très souvent, beaucoup de personnes qui étudiaient dans l'école arrivaient au moment du diplôme ou d'un bilan très important avec beaucoup d'enjeux, et c'était leur première performance, et voilà, ça produisait quand même des choses qui pouvaient être des fois parfois assez difficiles, et je me disais, mais en fait, on peut pas, c'est quand même un peu compliqué de faire ça chez soi et de se dire que voilà, on va être à l'atelier et travailler la question de la performance. J'ai senti qu'il fallait un espèce d'espace, moi je l'appelle un espace-temps peuplé d'humains et d'humaines. Et si vous voulez, en fait, on est un peu les cobayes les uns des autres pour tout un ensemble d'actions, de performances. Mais la particularité aussi, c'est qu'on peut l'étendre à d'autres pratiques. En fait, moi, dans cet espace-là et dans ma pratique en général, j'envisage la performance moins comme un médium que comme une méthode ou que comme une manière de travailler les choses. Et finalement, on peut tout à fait arriver devant divers travaux, par exemple en peinture, et se poser les mêmes questions qui sont mises à jour par la pratique de la performance. Voilà, évidemment, la question de la réception, elle traverse par exemple toutes les pratiques, mais elle est engagée d'une certaine manière en performance. Et là, ça permet de la réengager, en fait, de réengager les pratiques à l'aune de ces aspects performantiels, performatifs, chose que je distingue aussi, on peut en discuter, mais et voilà. Mais pour dire concrètement, ce premier espace, j'arrive et je laisse faire la situation. Ça, c'est aussi une chose très importante pour moi. C'est là où je convoquais le mot de déprise, et il y a quelque chose comme ça, en fait, de comment on arrive à créer un espace où on va pouvoir travailler. Ça passe pour moi par une forme il faut se défaire d'une autorité qui nous est conférée dans une asymétrie professeur, étudiant, étudiante, qui peut avoir de la pertinence à d'autres moments, par exemple en jury ou en bilan, ça a de la pertinence, mais dans cet espace-là particulièrement, ça en a moins. Donc en fait, l'idée, c'est un peu de se défaire de ça pour pouvoir travailler. Puis alors, on se rend compte qu'il y a des choses très concrètes qui se passent. Par exemple, on travaille beaucoup au sol. Et le sol, ça horizontalise d'une manière très concrète et corporelle aussi. Donc il y a aussi toutes ces choses-là qui viennent intervenir. Et puis par exemple, je modifie très rarement les espaces dans lesquels on est. On les modifie avec les personnes qui sont venues étudier dans cet endroit. On les modifie ensemble à partir des configurations dont on a besoin. Je fais un parallèle qui me vient en même temps que tu dis ce qu'on s'était déjà dit concernant le laboratoire, parce que c'est aussi effectivement le lieu
l'expérimentation. Alors, il se trouve que l'exposition dans laquelle le cadre d'invite et dans lequel il y a une autre performance en apparu cinéma s'intitule donc un lab, l'exposition Agora qui se tient à la Villa Sauveur actuellement, tous et toutes les bienvenus, et un lab. Donc c'est aussi l'occasion pour nous d'expérimenter le deuxième monde sur le lab. On fait un concours de monde sur la lab. D'expérimenter le musée comme un espace autre, c'est-à-dire comment pourrait-il être différent que ce qu'il est actuellement quand vous entrez dans un musée, vous avez une exposition. Nous là, on a essayé d'envisager le musée, et ça fait 3 fois qu'on le fait, on a eu plusieurs éditions, c'est la 3e, différemment, de sorte à ce qu'on puisse prendre le temps aussi. Alors normalement, c'est plutôt le cas dans une école, d'avoir l'occasion d'expérimenter. Le musée, supposément, on doit faire ce qui est la règle, ce qui est habituellement le cas dans un musée, des expositions. Là, on a la chance de pouvoir se poser la question de la médiation, notamment, parce que c'est la thématique principale de cette édition-là, mais il y en a eu d'autres par le passé qui concernaient davantage des questions de conservation, même si la transmission était déjà au cœur de ces problématiques. Certains artistes ici présents ont assisté et participé à la 2e édition qui consistait à définir le musée, ça aide bien. Donc voilà, vous aussi participez de cette expérimentation, de cette expérience qui consiste, et je trouve que c'est vraiment toujours important, mais vous, la plupart des étudiants qui sont ici, étudiantes en l'occurrence, voilà, ça paraît une sorte d'évidence, mais voilà, le fait d'avoir la possibilité d'expérimenter à la fois ces espaces et ces temps, voilà, c'est quelque chose que nous aussi on envisage au musée dans le cadre de cette exposition, et c'est probablement la raison pour laquelle il était pertinent de te faire revenir. Donc il y a une performance, on y reviendra peut-être tout à l'heure, de Lidwin qui habite aussi l'exposition à la Villa Sauveur, qui s'intitule Celle qui persiste, et qui parle justement de souvenirs, de mémoire. Peut-être qu'on aura besoin de vous. Oui. Parce que c'est pas si évident dans un musée. Parfois, on a des souhaits, en fait, des désirs de faire arriver des choses. Et en fait, dans la pratique, et les personnes qui sont en charge de médiation le savent très très bien, comment c'est difficile en fait d'aller, que les autres viennent à nous. En fait, aller vers l'autre, c'est déjà pas si simple, mais que les autres viennent à nous, c'est vraiment un truc qui se travaille d'une manière très particulière, et notamment, et plus l'institution est traversée de codes, voilà, comme le musée par exemple, et bien, en plus c'est difficile en fait. Et donc il faut inventer. C'est là où il y a des espaces d'invention aussi. C'est-à-dire, c'est de se dire, ah oui, et de travail. C'est-à-dire de se dire, bah tiens, j'ai cette idée de, là dans ce cadre-là, celle qui persiste, c'est de se dire, tiens, on pourrait demander à n'importe qui travaille dans ce musée, quelle est l'œuvre qui persiste pour elle ou pour lui. C'est-à-dire, elle n'est plus là, une œuvre qui n'est plus là, mais qui persiste dans les murs. Moi, ça m'intéresse beaucoup. Si vous avez assisté au Perroquet Blanc, c'est ces histoires d'architecture hantées par d'autres choses. Mais en même temps, comment vous faites en sorte que des personnes qui rentrent dans un musée se disent « Ah mais oui, tiens, je vais aller demander à telle personne qu'elle me raconte quelque chose ». C'est vraiment particulier et voilà, et c'est pas si simple et ça se travaille vraiment assez finement. Et ça se travaille en convoquant d'autres présences en fait. C'est pour ça que je le fais là, parce que je suis persuadée qu'ici, il y a des gens, des personnes qui vont pouvoir provoquer en fait ces espaces-là. En fait, voilà. Ben, on en reparle. On en reparle. Alors on passe au 26 juin, le 27 février. C'est ça. Alors le 26 juin 2015. Alors. Tu es à la Villa Arson, tu es en post-diplôme qui s'appelait 5-7 à l'époque, donc avec quelques autres artistes en sorte de résidence prolongée de quoi, 3 ans, ça a duré ? Oui, 3 ans, oui. C'est un 3e cycle. 3e cycle. Et ouais. J'enchaîne. Ouais. On a une exposition prévue qui s'appelle L'après-midi, au commissariat assuré par Mathieu Mercier, avec l'ensemble des équipes de la Villa Arson et mes camarades artistes, que je vais citer quand même, Julien Dubuisson, Jean-Charles de Quillac et Ibai Armando Renard. Et on a cette expo prévue à l'automne.
Et juste avant l'été, moi je ne sais pas encore très bien tout ce que je vais faire dans cette exposition, mais il y a cette histoire qui me reste en tête. Il se trouve que aussi à ce moment-là j'enseigne à Strasbourg, donc je prends très souvent l'avion pour rejoindre Strasbourg, donc je fais la navette Nice-Strasbourg et je suis souvent à l'aéroport. Et j'ai j'ai quelque chose en tête à chaque fois que je prends l'avion. Donc ici, la personne que vous voyez ici, c'est Belmondo, et cette actrice, Françoise d'Orléans, qui est de moins en moins connue, on va dire, parce qu'au fur et à mesure du temps qui passe, c'est une figure qui peut être oubliée. Et c'est cette dimension-là qui m'intéressait aussi. Françoise d'Orléac, moi je suis particulièrement attrapée par ce récit en fait, que je trouve dans un vieux Paris Match. Je lis beaucoup de vieilles choses, vieux magazines, et dans ce Paris Match du début des années, début juillet 1967, il relate l'accident dont Françoise d'Orléac est victime. Donc en se rendant à l'aéroport de Nice, vous le connaissez peut-être comme on est très près, il y a un grand virage juste avant, à Villeneuve, et elle manque le virage et elle meurt dans l'accident de voiture, elle meurt brûlée dans sa voiture, avec son chien, son petit, qui est là en haut, vous le voyez ici en haut. Et l'article de Paris Match que vous voyez ici en entier, donc on la voit avec sa sœur, c'est la sœur de Catherine Deneuve. Et on la voit, et en fait là, ce qui m'intéresse dans cet article, c'est pas tant les images que le récit que le journaliste a fait à ce moment-là, et surtout la fin. Donc il décrit l'accident, qu'elle a quitté sa villa de Saint-Tropez, etc. Et en fait, c'est vraiment ces trois dernières phrases, le haut-parleur qui récite dans l'aéroport de Nice, Mademoiselle d'Orléac, Mademoiselle Françoise d'Orléac, dernier appel. Et je sais pas, ça commence à comme faire un écho pour moi-même d'abord, une sorte de chose imaginaire que j'imagine, ce dernier écho qui a eu lieu en 1967, qui est une absence, une intrication entre une absence rendue présente par une voix, en fait. C'est cette voix qui est la voix d'une personne autre, une troisième voix qui vient manifester cet écho. Et j'ai cette idée, en fait, finalement, en 2015, de moi-même redéclencher cet écho, redéclencher ce dernier appel, puisque les procédures en fait, d'enregistrement et d'achat des billets permettent, sans usurper une identité, de prendre un billet d'avion pour quelqu'un d'autre. Et donc, je prends un billet d'avion au nom de Françoise d'Orléac pour le 26 juin, la date anniversaire de sa mort, et à peu près à l'heure où elle aurait dû prendre cet avion, pour que résonne dans l'aéroport à nouveau ce dernier appel. Je vais vous le faire écouter, et je vous raconte après. Mesdames, Messieurs, votre attention s'il vous plaît. Ceci est le tout dernier appel avant la fermeture des portes. Nous invitons les passagers du vol Air France 6247 à destination de Paris-Orly à embarquer porte 18. Merci. Ladies and gentlemen, your attention please. This is the last call before doors close. With passengers on flight Air France 6247 to Paris Orly, please board at gate 18. Thank you. Votre attention s'il vous plaît, vol Air France 6245 à destination de Paris-Orly-Ouest.
Monsieur Elmoizane, Madame Musso, Monsieur Maintenant, Monsieur Petit sont invités à se présenter pour un embarquement immédiat en porte A17. J'avais oublié Monsieur Maintenant. Quelqu'un qui travaille autant. C'était bien. Ça, t'as pas fait exprès. Non. Pour vous raconter, parce que ça, c'est un truc que j'aime bien raconter aussi aux autres artistes, quoi. C'est, en fait, j'étais hyper déçue quand j'ai fait... moi, je suis allée à l'aérodrome. Pour vous décrire comment j'ai fait. Donc, j'ai pris le billet, en enregistrant en ligne, ça déclenche l'inscription sur les listes, qui ensuite va déclencher le dernier appel. En 2015, pour enregistrer, en fait, ce dernier appel. Donc moi j'ai pris un billet d'avion pour un vol plus tard. Déjà j'étais assez contente de moi parce que j'avais pensé à ne pas prendre le même vol pour éviter d'être sur la liste. C'est tout un... Il faut penser à un certain nombre de choses quand même. Ça c'est un peu pour l'anecdote, mais pour vous dire. Et donc je suis dans la salle d'embarquement et j'enregistre. Et je suis extrêmement déçue. Et je me dis que c'est fini, que c'est raté, que je pourrais jamais montrer cette pièce, que c'est... Parce que moi, j'avais rêvé d'une voix d'aéroport. J'avais rêvé les voix qu'on entend avant. Les passagers du vol, voilà, une voix de femme, une voix d'homme, peu importe, mais une voiture de personne, voilà. Mais vous voyez cette voix un peu imaginaire, la voix d'aéroport. Et là, on a cette personne qui arrive avec sa voix un peu gouailleuse, et qui déplie, puis moi j'avais imaginé qu'elle serait toute seule à être pas là. J'avais fantasmé complètement ce moment. Et je me retrouve avec cette liste improbable, et pendant des jours et des jours, je n'écoute pas, en fait. Je sais que c'est raté, mais je n'écoute pas, en fait. Et puis je mets des jours, et puis je me dis, bon, bah, je vais quand même réécouter. Et quand je réécoute, j'entends le Monsieur Maintenant. Et je me dis, il y a un type qui s'appelle Monsieur Maintenant, qui était sur le vol, puis j'entends Monsieur Petit, etc. Puis finalement, je finis, et ça c'est aussi quelque chose que je fais beaucoup. Moi je fais beaucoup de projets de manière... seul si on veut, mais c'est pas vrai en fait, on ne fait pas trop les projets seuls. Je le fais écouter à un de mes amis et je lui dis alors qu'est-ce que tu en penses, et en fait on discute aussi, et il me dit mais en fait c'est beaucoup plus... il y a l'histoire de la véracité. Ça paraît beaucoup plus... Sinon, si tu avais fait une voix d'aéroport, on aurait pu penser que tu as pris une actrice ou un comédien. Et là, c'est pas le cas. En fait, on sait que c'est vrai, en fait. Et je me suis dit que ça avait du coup plus de force. Mais vous voyez, par quoi, par rapport au fantasme des œuvres qu'on a de faire, par quoi on est obligé de passer parfois, c'est-à-dire aussi d'accepter les choses comme elles sont. Et là, au fur et à mesure, je trouve, à maintenant que je la réécoute... Et que tu la rejoues, parce qu'en fait, ce que tu dis pas, c'est ce que tu vas finir par dire, mais je t'invite à le dire, c'est que tu le fais tous les ans maintenant. Depuis 2015, poursuis cette œuvre. Ça, c'est pareil, ça a été montré à la Villa Arson sous forme d'installation, et avec une douche sonore, et puis je vous montrerai après comment elle est montrée en ce moment. Et puis dans l'année, donc ça a été montré pendant 3 mois, et puis dans l'année qui a, et on entendait aussi donc cette annonce, et dans l'année qui a suivi, ça m'est resté en tête, et je sais pas, quelques jours avant le mois de juin, je me suis dit qu'en fait, qu'il fallait que ça ait lieu tous les ans, et donc depuis ça a lieu tous les ans le 26 juin, donc je prends un billet d'avion tous les 26 juin depuis 2015, donc ça va faire 10 ans cette année, et c'est vrai que c'est un rapport à au temps, à nouveau, à la pérennité, à la question de l'absence, à la question de l'oubli. C'est-à-dire il y a quand même toute cette charge qui est là, c'est-à-dire c'est une pièce pour une absente, c'est une forme de... Il y a aussi une forme de convocation d'une certaine façon, et voilà, c'est quelque chose d'assez... la durée, en fait, c'est important. Donc actuellement, elle est exposée au McVal, à Ivry. Je vous montre des petites... je vous montre aussi, donc là elle est exposée au McVal. Vous n'avez pas vu la photo de Michel François, l'accident de dossier. Ouais, alors je la montre avec les autres pièces autour, parce que c'est... alors, c'est quoi l'expo? Il faut que je vous montre ça. Hop.
C'est une exposition qui s'appelle Faits divers, une hypothèse en 26 lettres, 5 équations et aucune réponse. Le commissariat, c'est Nicolas Sur-Lapierre, le directeur du MACVAL, avec Vincent Lavoie, qui est un spécialiste du fait divers. Vincent? J'ai dit Non, je sais pas comment il s'appelle. Vincent Lavoie. Lavoie? Oui. Ok. Voilà. Non, c'est pas anodin. Oui. Sur la pierre. Sur-Lapierre et Lavoie. C'est vrai. Il est. Tu collectionnes, toi, quoi. Ok. Et c'est une assez grande expo, hein, pour vous dire. Et alors là, on est dans les formes secondes de cette pièce. Pour moi, l'action elle a lieu tous les 26 juin à l'aéroport. Pour moi, c'est important. Ça, c'est sa forme première. Elle se dépose chez les gens qui sont là, et même parfois sans qu'ils s'en rendent compte. C'est-à-dire, il y a une forme de. Ça peut se déposer dans les flux inconscients des gens qui passent. Ils s'en rendent même pas compte. C'est pas un problème, c'est vraiment sa forme première. Après, comme je le disais, un directeur de centre d'art, je ne citerai pas. Donc, qu'est-ce que je montre dans mon centre d'art de ta pièce? Et là, c'est là où il faut à nouveau inventer des formes et les plus pertinentes possibles quoi, pour prendre en charge. Donc là, c'est assez simple. Hein, c'est la vitrine avec le Paris Match. Comme ça, on peut lire l'article. Alors là, ils ont mis de manière non orthonormée des petits polaroïdes que j'avais fait en 2015. Moi, je les aurais mis droit, mais je n'ai pas osé leur dire de Il faut. Tu devrais pas ou tu devrais oser. On est d'accord. Oui. C'est pas possible de les mettre de biais. Ouais, ça fait un peu, ouais. C'est très étrange, mais voilà. Ça fait partie des négociations. Tu peux pas, on les appelle tout à l'heure. On les appelle si tu veux. Voilà, ils sont aux prises avec 80 artistes et compagnie, donc tu sens que voilà. Et le billet d'avion qui date de juin 2024. Mais c'est pareil, ça c'est les rapports au musée, c'est toujours très particulier. Et moi, vous pouvez voir aussi, c'est accompagné. Alors, non, pardon, je voulais dire, on entend l'annonce dans l'exposition. C'est une autre manière de le montrer par rapport à la Villa Arson, c'était une touche sonore, on entendait le son au-dessus du magazine. Là, en fait, c'est déclenché toutes les demi-heures dans l'espace d'exposition. Donc j'aimais bien aussi l'idée que ça contamine un peu les espaces. Ça me plaisait beaucoup comme idée. Et puis, il y a un photomontage. Je le montre aussi parce qu'il reprend le Paris Match. En fait, il escamote les photos un peu sensationnelles du magazine, qui finalement, la voiture abîmée, etc., qui sont pas forcément... je peux être assez fascinée par les accidents, etc., mais à cet endroit-là, ça me paraissait pas forcément très juste. Et du coup, je viens plutôt remobiliser des profils, une affaire de portrait entre elle et sa sœur aussi. Elle venait de finir Les Demoiselles de Rochefort, donc une histoire de jumelles. Donc voilà, il y a aussi tout cet imaginaire qui est présent dans ce projet. Alors, je reprends les mots qui sont les tiens pour voir si on tient bien la liste. Je pense qu'on ne sera pas exhaustif, mais on va essayer de tout croiser. Tu parlais d'adresse, donc peut-être en guise de transition, si je me souviens bien de l'œuvre vers laquelle on doit transiter. Tu disais que la performance du 26 juin s'adresse quand même principalement aux gens qui assistent à cet événement sans savoir à quoi ils assistent. Ce qui, à mon sens, fait quand même beaucoup de cette œuvre-là et toute sa poésie. Néanmoins, et là, même si on va parler du perroquet après, c'est encore une autre forme d'adresse, celle de synchronicité et de simultanéité. Là, pour le coup, s'adresse à un public captif, professionnel, du champ des arts visuels. C'était une commande faite à Litvin, c'est ce que je te souhaite aussi comme étant une de tes façons de travailler, le fait qu'on fasse appel à toi, parce que justement ton regard et ta voix et ton écriture sont justes à l'endroit où on les sollicite. Donc là en l'occurrence c'était pour voyager dans Monaco, on y reviendra, mais là c'était pour restituer, résumer, redire ce qui a été dit au cours d'une journée de professionnels des arts visuels qui se réunissent dans des journées comme on en organise nous-mêmes souvent ici et on en organisera dans le cadre de l'exposition. On aurait dû
je suis bête de faire à nouveau appel à toi pour refaire ce travail-là à ta façon, parce que voilà, l'idée de ces journées-là, c'est qu'on se réunisse tous, qu'on se pose des questions, on essaie de trouver des réponses à ces questions-là, et on essaie de les garder quelque part sur un bout de papier pour s'en souvenir, pour se dire, bah, c'était dit ça il y a 3 ans, il y a 6 mois, il y a 2 jours, on va faire en sorte de s'y tenir, parce que voilà, les réponses qu'on s'était données collectivement à ces questions-là, on est tous, vous artistes, nous en charge d'institutions culturelles ou autres, à se poser la question normalement sur nos pratiques. C'est-à-dire que si on est tous dans nos démarches respectives, on n'a pas l'occasion de se poser la question. C'est l'objet de l'exposition dont on parlait tout à l'heure. C'est aussi l'objet de ce genre de journée-là qui nécessite à un moment donné de se poser, de se dire ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux. Donc c'était l'objet de cette invitation faite par le réseau TRAM, qui est le réseau d'art contemporain d'Île-de-France, qui a son équivalent ici chez nous, c'est Botox, avec la région Alpes et Côte d'Azur. Donc là, ils font appel à toi pour restituer cette journée. Comment tu t'y prends? Comment tu réponds à cette injonction, à cette commande? Donc la journée, pour vous dire, il y a, je pense qu'il y a entre 60 et 100 personnes qui sont mobilisées. C'est toutes des équipes des centres d'art Paris et Île-de-France. Et la thématique, il y a une thématique par an, et là c'est sur la question de la responsabilité éco-responsabilité. Donc c'est une journée assez dense avec des conférences, des ateliers, et il y a plusieurs interventions, il y a d'autres artistes qui interviennent de manière plus courte. Et moi ils me disent vraiment, tu assistes à l'ensemble de la journée et ensuite à 16h, tu fais quelque chose. Voilà. Okay. C'est un cahier des charges précis, ça. Voilà. Mais après, à l'intérieur. Mais moi, c'est ce que j'aime en fait. J'aime bien les cadres pour pouvoir naviguer à l'intérieur. Voilà. C'est pour ça que je travaille dans ce milieu aussi. En fait, c'est pour avoir des cadres et à l'intérieur, par contre, je viens déplacer aussi. Je vais vous raconter un peu. Là, je me dis, évidemment, la première, on se dit, je vais enregistrer. Et en fait, c'est aussi quelque chose qui est lié à la performance. J'ai toujours considéré, à l'instar de plein de personnes qui pratiquent, ce type de choses, que la photo, la vidéo, c'est des automatismes et que c'est pas toujours le plus pertinent pour rendre compte, en fait. C'est-à-dire que rendre compte de quelque chose, le restituer, le resituer, et en fait, ça nécessite de se poser la question des formes. Et qu'on a des automatismes, et que des fois c'est la forme la plus pertinente, et c'est tant mieux, et la vidéo c'est très bien, mais qu'en fait, de défaire un peu cet automatisme, on peut se poser d'autres questions. Et là, par exemple, typiquement, je décide, je me dis, mais je vais enregistrer de plein de manières différentes, et je vais faire aucune image. Là, il y a une personne qui fait des images de moi, mais moi, je ne prends aucune image, et je n'enregistre pas non plus sur un dictaphone, sur mon téléphone, ou ce genre de choses. Par contre, je vais enregistrer d'une autre manière, en prenant des notes un petit peu, c'est une manière assez classique de restituer, mais surtout en enregistrant aussi avec mon corps. Donc là, je commence aussi à me dire, je vais être attentive, je vais avoir vraiment une manière très élargie de comprendre les situations, et je vais par exemple m'intéresser à la température qu'il fait à 9h du matin. Et puis je vais aller dans la salle où il y a le café, puis je vais attraper des bribes de conversation complètement informelles qui n'ont rien à voir avec cette journée. Et puis je me souviens que quand je suis arrivée, en passant par les quais, j'ai rencontré telle directrice de centre d'art et qu'on a cheminé ensemble. Et puis à un autre moment, dans une conférence, j'ai entendu une phrase que je trouve absolument incroyable, et pareil, je vais la capter. Et puis je vais voir soudainement les ongles bleus d'une gardienne de musée que je trouve absolument aussi une image un peu puissante. Et comme ça, je viens, là vous commencez à voir aussi les prémices du perroquet, c'est-à-dire je viens conjoindre toutes ces manières en fait, tous ces fragments. Alors, j'ouvre tout, c'est vraiment un truc de corps et de c'est vrai qu'on est très figé, mais c'est finalement c'est comment vous placez votre corps, comment vous ouvrez tout pendant quelques heures. Ensuite, je viens tout ramasser dans un texte, donc avec une stratégie d'écriture qui ramasse les choses ensemble. Et effectivement, là, je reprends des fragments, mais aussi
je fais appel à ma mémoire sensorielle, ma mémoire, j'ai envie de dire perceptuelle, ça n'existe pas, mais j'ai inventé quelques mots de temps en temps pour que ça s'adapte. Et puis, et là j'ai un texte en fait. Alors, je vous montre des images un peu, donc, et c'est vrai que c'est un moment où finalement je suis à rebours de la manière dont les personnes vivent cette journée, parce que je vais m'adosser à cette colonne pour entendre le bruissement des gens derrière moi qui sont en fait ici en train d'écouter une conférence. Et puis je regarde les œuvres aussi, qui sont... parce que on n'a pas dit où ça se passait. Non. C'est au musée d'art moderne de la ville de Paris. Donc c'est aussi, ça comptait ça aussi. C'est quand même un lieu institutionnel français qui a une charge. Là, c'est le texte. Hein. Donc, j'avais une petite imprimante que j'avais volée à mon fils. Et du coup, j'avais... voilà, c'est le texte que je vais restituer après. Là, on est dans l'espace... du coup, on est dans l'espace de... Là, on est dans l'espace du coup du musée. On est dans une salle où il y a plein d'œuvres, plein de peintures, en fait, du coup, je sais pas, peut-être 7 ou 8. Notamment, la salle est organisée avec les chaises dans la travée. Et puis, alors, là, je ne sais pas si on le voit très bien, peut-être on le voit sur celle d'après. Ici, vous voyez le pupitre où se tiennent les conférences et toutes les performances, sauf la mienne, se situent ici, avec Robert Delaunay, une peinture de Robert Delaunay sur la Tour Eiffel. J'ai plus la date exacte, mais derrière. Donc c'est vrai que toute la journée, en fait, il y a cette peinture voilà, je sais que tout est filmé, donc on a cette peinture. Moi, au moment de restituer en fait ça, je le fais un peu à la manière de ce que vous avez pu vivre un peu dans le train. Ça va durer une demi-heure, mais j'opère un déplacement. C'est-à-dire, au lieu de me mettre, donc là, vous voyez la travée, donc en gros le pupitre il est ici, au lieu de, je commence au pupitre et puis finalement je me déplace et je viens me mettre ici. Et aussi, j'annonce que c'est pas, on peut ne pas me voir, en fait. Donc, je déplace aussi la question du visuel, dans la question de la performance et de la mise en scène des corps, si on peut le dire comme ça, vers autre chose, et vers la voix. Par contre, la voix, effectivement, il faut qu'on puisse m'entendre. C'est plus important qu'on puisse m'entendre, plutôt qu'on puisse me voir. Et je suis un peu cachée pour certains, certaines, et pareil, je suis pieds nus, avec cette connexion un peu avec le sol un peu froid. Et je ne me suis pas placée là par hasard. Derrière moi, c'est un tableau de Sonia Delaunay qui s'appelle Rythme, qui date de 1938. Vous voyez, petit déplacement, on va aller moins du côté des grands peintres et on va aller se placer du côté des grandes peintres. Et c'est des, vous voyez, des trucs dans les cadres. Petit déplacement, mais qui a du sens. Et puis après, je fais retraverser toute la journée à la manière, avec ces techniques issues de l'hypnose, en fait, notamment, avec la voix qui descend un petit peu comme ça, que je pourrais vous refaire, etc. Et voilà, avec cette manière d'être au présent. C'est-à-dire aussi, je leur fais retraverser toute la journée, avec, en mettant par exemple les verbes au présent, ça actualise tout. C'est-à-dire, alors je sais pas, j'avais peut-être un extrait d'ailleurs. Je sais pas si on a le temps. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est les positions des corps des personnes qui assistent en fait. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est question d'hypnose, en fait, ça peut avoir... ça déplace les corps aussi des personnes qui assistent, qui sont dans l'audience. On n'a pas abordé encore le aussi. Non, pas trop. Tu dis le mot. Oui, c'est vrai, il est dans la liste. Parce que vous avez été hypnotisé un petit peu finalement. Alors, pour celles et ceux qui ont assisté, qui avaient déjà assisté au perroquet, mais on a saisi, je pense, avec la voix qui est la tienne, cette capacité à justement nous hypnotiser. C'est-à-dire, et c'est un autre terme qui est présent là, c'est les régimes d'attention. C'est la façon dont tu vas faire en sorte que l'écoute se fasse
ce qui est, on le sait aujourd'hui, de plus en plus compliqué, complexe. Voilà, c'est difficile dans le flux des choses de la vie de prendre le temps de l'écoute et de l'attention. Donc, tu utilises des techniques qui permettent précisément dans tes récits de capter l'attention. Là, je propose qu'on passe à une forme de récit aussi, une œuvre qui m'intéresse dans ton travail, qui est Soylent. Parce que là, pour le coup, et on parlait de science-fiction avec Monsieur Klein et c'est un nom qui est posé sur la table de base pour pas qu'on l'oublie, de voir comment, à partir de récits qui sont déjà existants, là pour le coup, qui sont des choses même du registre populaire de la science-fiction, avec Soleil Vert, qui est un film des années 70, j'ai jamais la date en tête. C'est 76 aux États-Unis et 74 en France. Soylent Green, le titre original, donc de Richard Fleischer. Un film hollywoodien, produit par les studios d'Hollywood, et qui sort en France sous le titre de Soleil Vert, qui n'est absolument pas une traduction littérale. Soylent, moi j'ai mené une enquête sur ce film, donc faut pas que je rentre trop dedans parce que sinon on va passer vraiment toute la soirée ensemble. Mais effectivement, par exemple par rapport à ce projet, je peux faire j'ai plusieurs formes en fait à ma disposition, et la forme de la conférence performance sur ce sujet par exemple. Voilà, mais pour Soylent. Alors déjà, ouais. Oui. De quoi s'agit-il dans le film? Quel est le pitch? Ah, ça c'est toi qui le fais. Ah, c'est moi qui fais le pitch. Ouais, ça c'est bien le pitch. Alors le pitch du film, je l'ai pas sous les yeux, donc je l'ai pas. C'est une dystopie en fait. Voilà. C'est un film d'anticipation, et le film se joue en 2022. C'est ça, la diégèse du film, c'est en 2022, il est tourné en 72, et voilà, c'est comme beaucoup de films d'anticipation, de science-fiction, l'action se déroule dans le futur, mais qui devient parfois notre présent et notre passé, en fait, selon les flux temporels. Et donc, évidemment, il fait très chaud, donc de nombreuses canicules, les ressources s'amenuisent considérablement. Complètement, mais je te reprends un peu, mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que tu dis évidemment, mais en fait non, c'était pas évident du tout. En fait, pour se faire le film, il se fait conseiller en fait à ce moment-là, et c'est vrai que c'est les années 70, c'est vraiment le rapport Bowman, je crois, et qui fait en fait qui explique en fait, voilà, mais à ce moment-là, la canicule, c'est pas du tout, voilà, la surpopulation un petit peu, mais voilà, il y a surtout finalement, ce que j'ai trouvé fascinant dans ce film, c'est que si vous le regardez maintenant, vous comprenez complètement la convergence. Mais à l'époque, elle n'était pas évidente. Et je parle de convergence à dessein, c'est-à-dire c'est un film c'est comme si on allait vers ce film. 2022 est passé, mais il y a un côté en fait, si on ne fait rien, on va complètement vers cette dystopie qui va devenir, qui est à plusieurs égards devenue, sur certains de ses plans, la canicule, voilà, qui est... je cherche mes mots parce que je ne veux pas tomber dans le paradigme fiction-réalité. Donc voilà, pour moi les questions de défiction par exemple sont beaucoup plus intéressantes. Et fiction, c'est un terme qui est mis à jour par Peter Sandy, mais aussi repris par Dominique Jeanbrey, notamment dans plusieurs livres. Il y en a un qui s'appelle des fictions, je crois. J'ai plus tout en tête. Et fiction. Et fiction, je crois que j'ai noté quelque part un truc sur les fictions, mais ça reste la question. Alors, le temps qu'on se le retrouve peut-être, mais comment tu procèdes en fait? Donc, tu pars de ce film, de ce récit, et tu mènes une enquête, donc tu te rends... alors là c'est Los Angeles, mais je sais pas, le film se joue aux États-Unis en tout cas. Tu vas sur les scènes de tournage du film, tu mènes un travail d'enquête et tu rencontres de façon opineuse. Alors les rencontres chez Between, c'est toujours quelque chose... Vous pouvez suivre le cours de votre vie tout à fait normalement, et à partir du moment où vous allez être en contact avec cette personne, plus rien ne va sembler être anodin. Tout va être le fruit du hasard. Je ne sais pas comment c'est possible. Avant, vous aviez dans votre vie des coïncidences, maintenant vous avez des synchronicités. Voilà, c'est à peu près ça qui se passe. Prolonge, c'est ce. Mais c'est vrai.
Et la différence entre la coïncidence et la synchronicité, ça c'est, par exemple, la synchronicité, c'est quelque chose qui a été formulé notamment par Jung, et c'est en fait ces deux événements simultanés, et la coïncidence est porteuse de sens, en fait. C'est-à-dire, c'est comment vous donnez un sens ou comment vous lisez un sens. Et en fait, ça, finalement, bah, c'est vrai qu'on peut avoir... Enfin voilà, beaucoup de personnes ont des coïncidences, etc. Après, les rendre signifiantes. Et c'est vrai que ça, je reconnais que ça fait partie, que c'est une des parties de ma pratique. C'est-à-dire que moi-même, c'est des seuils attentionnels. C'est-à-dire, voilà, je suis très attentive moi-même à ça, et sans doute qu'après, ça se contamine un peu, voilà. J'ai reçu une collection d'images de perroquets depuis cet été de la part de Benjamin, absolument dingue. C'est-à-dire qu'il voit qui est le fruit aussi des collaborations de camarades. Hein. Je ne suis pas le seul à... Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de perroquets maintenant dans nos téléphones depuis toi. Qui me les envoie, en fait, je reçois de manière assez inopinée comme ça, et voilà, et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se déclenche comme ça. Après, sur Soleil-Hiver, j'ai eu envie de travailler sur ce film et de faire cette enquête sur la question de la convergence. Je suis partie à Los Angeles. Il y a tout ce rapport avec la fiction, effectivement. C'est-à-dire, je suis allée dans la ville, je ne suis pas allée à New York en 2022. C'est la scène se passe à New York. Ouais. On va dire logiquement, si je veux aller voir qu'est-ce que c'est la convergence, je vais à New York en 2022. Je fais le parallèle avec... Ben non, mais du coup, je me dis, mais non, il faut que j'aille à Los Angeles, là où ça a été tourné, en fait, dans le New York de fiction, en fait, qu'est Los Angeles. Vous voyez, cette espèce de rapport, en fait, un peu comme ça, qui commence un peu à se mélanger. Et puis là-bas, je fais un certain nombre de choses. Alors, attendez, alors là, c'est tous des trucs de diégèse, ça, c'est tous les schémas. Comme si j'allais pouvoir vous montrer tout, mais enfin... Là, il y a des rapports entre les choses, par exemple, sur les... vous avez la mort d'Edward G. Robinson, qui est un des acteurs du film, qui tourne la scène où son personnage meurt quelques semaines avant de mourir, et qui lui-même sait qu'il est très malade, il sait qu'il va mourir. Donc il joue cette scène, par exemple, en sachant que sa mort est proche, ce qui crée comme ça des scènes un peu iconiques du film. Charlton Heston, qui est un des autres personnages, des autres acteurs du film, le sait aussi. Ils sont trois à le savoir avec le réalisateur, et ça crée comme ça des espèces de scènes assez puissantes, assez fortes. Mais là, on a le tournage de la scène de mort, par exemple. Là, on a la mort d'Edward, mais là, on a la mort de Sol. C'est-à-dire que c'est 50 ans plus tard. Donc moi, c'est tous les trucs qui me fascinent, qui m'intéressent. Qu'est-ce que je... Ah oui, c'est tout un peu en bazar. T'as plus maintenant. Ça, on a envie que t'as plus. You are one of the few that have captured just how insignificant time actually is. The past and the future arrive in the present to meet you at this very moment. There are no coincidences. You can survive because you've been doing it. There's doubt there. There's doubt not about time, but enough time. But then that brings us back to there is no such thing as time. Only the now, the present, the right here. What are you feeling in this very moment? Qu'est-ce qu'on entend? On entend Talia, qui est une médium que j'ai rencontrée à Los Angeles. Donc, en partant filmer, donc j'avais deux bâtiments que je souhaitais filmer, qui sont pas dans les studios, c'était des tournages en décor réel. Et juste à côté
de là où avait été construit le Memorial Sport Arena qui recelait une des scènes. J'ai pris un appartement, un Airbnb, et en fait le matin, je prends un café, il y a une personne qui est là, on discute un peu, qu'est-ce que tu fais là, blablabla. Et moi je suis artiste, alors elle est intéressée, je lui parle un peu de ce que je fais, puis je lui dis toi qu'est-ce que tu fais? Et elle répond moi je suis médium. Très Los Angeles, vous voyez, voilà, c'est une manière de répondre de manière très normale. Je suis médium. Bon, il y a quelque chose avec cette personne, que cette rencontre, effectivement, c'est là où je fais, effectivement, que la question de la rencontre, elle appartient aussi à ma pratique, dans le sens de mettre en place des conditions pour que ça puisse arriver, en fait, et avoir la place, et laisser la place, c'est-à-dire, j'ai pas du tout, je pars avec un planning de tournage, mais c'est pas un planning de tournage, quoi, je pars dans des conditions, en plus, assez précaires, parce que je préfère partir comme ça en me disant je vais attraper un truc, je sais pas quoi, mais je vais l'attraper. Et tant pis, c'est vrai que ça aurait été parfait de partir avec une équipe, de filmer la station d'épuration Hyperion dans lesquelles ont été tournées les scènes de l'usine qui sont mythiques en hélicoptère, mais voilà, je n'aurais pas ces moyens. Donc moi je tourne autour avec ma caméra et je filme à travers les grillages en priant pour qu'il n'y ait aucune bagnole de flic qui passe à ce moment-là, pour pas me faire ramasser avec mon mauvais anglais, mon mauvais américain, pour expliquer pourquoi je suis en train de filmer la station de Los Angeles, chose que je ne ferai plus maintenant, parce que je suis sûre que je serai ramassée. Et puis dans cet autre bâtiment, voilà, avec cette médium, on décide, je lui demande si on peut faire une séance, et je lui dis, est-ce qu'on peut faire une séance, on fait une séance de tarot, je vous montre un peu. Sur un des personnages du film, Ouais, c'est ça. Je ne demande pas de s'intéresser à quelqu'un qui existe réellement, mais un personnage de fiction. C'est ça qui est génial, c'est qu'elle accepte de faire une séance de tarot autour d'un personnage de film et pas autour de la personne qui l'incarne, etc. Et ça produit vraiment des images et un imaginaire aussi qui est assez fascinant. Et il y a deux parties, elle fait une séance de tarot et ce que vous avez entendu avant, c'est-à-dire une séance d'hypnose pour moi, en fait, sur la rencontre avec Sol dans les souterrains. Dans les souterrains du bâtiment, et pour faire le lien avec l'image que vous avez vue du match de foot, en fait, la scène dont je vous parlais, la scène de ce personnage, Sol, la scène de sa mort, elle est tournée dans un bâtiment qui a été détruit et sur lequel a été reconstruit un stade de foot, le stade de foot de Los Angeles. Et donc j'assiste à un match, j'enregistre le match, et pendant le match, par exemple, je fais moi-même aussi une séance d'auto-hypnose pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, d'attraper aussi des images mentales, en fait, à l'intérieur, ou des récits, pas seulement des images, mais aussi des récits ici. Spirited woman, feminine energy, or The magician. Comme par hasard. I think this is a great part to end on because we talked about being a magician and creating past, present, and future. Having all the tools, the cups, the pentacles, the swords, and the wands to create in the infinity 888. See the 8s on the side? We have 3 8s in the tarot. So this is a message for you from Saul. This is a message for you. On quitte le soleil vert pour le perroquet. Ouais. Parce que je reprends ta liste, j'essaie de te lire parfois. Donc c'est j'ai tour avec un S, entre parenthèses, des tours au pluriel. Les enquêtes et l'écriture qui sont tous les trois à côté. Donc là, on l'a vu avec le travail d'enquête qu'elle tient au sujet de ce film. Là, ce qu'on te propose de faire il y a presque un an maintenant, c'est de venir ici et de mener l'enquête
autour de Monaco avec un outil final qui est celui du petit train que certaines ici ont expérimenté aujourd'hui. Et de... il y a boucle ou pas? Tour, il y a tour. Ouais. Okay. Et donc de faire ce tour, puisqu'il existe déjà en fait, c'est le tour du petit train. On s'est posé la question à un moment donné de savoir est-ce qu'on le déroutait ou pas, et finalement évidemment que non. Oui, c'est vrai, ça c'était. La commande elle était très précise, hein, la commande du musée c'était le petit train, mais c'est vrai que par exemple il y avait cette possibilité de dire ah bah tiens, on pourrait faire un tour exceptionnel, passer par des endroits plus secrets, ou voilà, enfin, ça aurait été sans doute très bien, peut-être ça le sera parce que quelqu'un fera ça plus tard, mais c'est vrai que j'avais dit, en fait, moi, ça m'intéresse plus de garder le tour tel qu'il est, et de voir, voilà, c'est un peu ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire on prend la situation telle qu'elle est, en fait, et on ne va pas chercher, parce qu'aussi c'est des moyens énormes. Moi, j'aime bien travailler aussi avec la simplicité, quand on sent que c'est possible, et que ça laisse ouvert des espaces d'invention, en fait. C'est encore plus un défi d'une certaine façon. Donc tu t'es mise à dessiner, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on l'a vu un peu avec Soylent, mais la question du schéma, le fait de l'écriture et de la plasticité aussi du récit, dans la façon dont tu le conçois par le dessin, parce que ça passe aussi par là. D'ailleurs, ça passe par là comment? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive au perroquet? Je ne sais pas si tu l'as, on va peut-être la voir. Oui, je voulais lui montrer, et puis après aussi, je me disais qu'on pouvait faire aussi avec des questions et tout. Mais, la manière dont je travaille, par exemple, là je me dis, il faut absolument que je sache par où ça passe. Donc là, on a le tour, en fait. Et je sais que là on a le musée océanographique. Le quadrille, ça c'est dans le roman d'un tricheur de Sacha Guitry, donc je sais que c'est le palais. Là je sais qu'il va y avoir un éclair. Là on a ça mélange un peu des trucs d'ailleurs, le tunnel, des choses qui sont de l'ordre de la fiction, le sporting, le casino bien sûr. J'ai vu, ça y était au début, ça c'est septembre. Ouais. Ça c'est septembre, ouais. Ouais. Mais alors, comment on va ensuite je vais faire l'autre. Je vais faire un peu. La deuxième chose que je fais avec le dessin, c'est ça. C'est-à-dire que là, je me dis, bah tiens, donc là, on a à la fois le schéma qui est ici, la descente, Formule 1 à nouveau, c'est-à-dire à peu près ce par quoi on passe en termes d'espace et d'architecture. Et après, ici, vous avez la construction avec le temps. Et ça, pour moi, ça passe absolument par un dessin, en fait. C'est-à-dire la manière dont ce que vous entendez, pour arriver à ce que vous entendez dans le petit train, en fait, pour moi, j'ai besoin de le dessiner en termes de lignes, et c'est ce que vous voyez ici sur le côté. En fait, il y a les... puis alors, je donne des noms, là, c'est un peu... là, c'est la cuisine, hein, donc... c'est les histoires de l'histoire, quoi, enfin, le côté historique. Et après, je sais qu'il y a tout ce truc de date, lieu, récits trouvés, des récits rapportés, les récits que je vais ramener depuis les romans, les récits que je vais trouver dans des films ou dans les tournages des films. C'est-à-dire que je m'intéresse toujours à l'envers du décor et aux échafaudages, que ce soit en termes d'architecture ou de manière plus métaphorique. Et des personnages, et puis je commence à noter un peu des choses, boucle, roulette, parce que la boucle du petit train me fait penser à la roulette qui elle-même tourne. Ouais, des choses très simples, hein. Je sais qu'à la fin ça peut paraître, ou des fois que je pars dans des méandres, il y a aussi des rapports très simples entre les choses. Hein. Les temps, apparition, disparition. Après, il y a des choses aussi qui traversent l'intégralité de mon travail artistique. La question de l'apparition et surtout celle de la disparition, notamment de figures féminines, elle traverse tout mon travail. Et puis, petit à petit, en fait, j'arrive à la troisième occurrence, qui est celle-ci. Là, c'est juste avant de... Là, on est juste avant repasser par... je ne l'ai pas avec moi, mais juste avant de repasser par un système linéaire. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai...
Moi, je travaille et je pense qu'effectivement, c'est des formes mentales, quoi. Enfin, j'ai un cerveau non linéaire. J'ai vraiment du mal avec le... C'est une bonne définition, ouais. Vraiment... Je suis d'accord. On est d'accord. Ah, on est d'accord. Ouais. Et voilà, après, c'est... Non, mais j'interviens, tu vois. Mais c'est vrai que, par exemple, évidemment qu'après, j'ai besoin de repasser par cette forme linéaire qui va me permettre de tenir tout le tour. Mais c'est vrai que, par exemple, pour moi, ça, c'est la forme la plus logique, en fait. C'est-à-dire, je sais qu'en fonction des espaces, je vais mobiliser tel type de récit, en fait, et que ça va se retrouver là. Nous sommes le 13 septembre, voilà. Et puis là, il y a typiquement des interpolations de temps assez épaisses, quoi. On traverse des millénaires. Et puis après, Alors après, les lignes, parce que là, pour le coup, si c'est pas linéaire, en tout cas, elles viennent se dessiner de façon plus synthétique. Il ne reste plus que le trait du crayon qui va arriver là. Ouais, que j'ai pas. Tu l'as pas? Ah, je vais le trouver. Bon, bah, on va le trouver. Qui est le dessin de la boucle, du parcours, avec les lignes des récits que tu vas quitter, reprendre à certains endroits qui sont là. Donc là, effectivement, on voit la partie basse qui est celle du rocher, hein, c'est bien ça, dont on part, et vous voyez tous les récits qui partent aussi de là et qui viennent se retrouver sur des chemins qui sont communs. En fait, c'est une vue d'en haut, c'est une vue de la boucle. C'est-à-dire là, c'est le musée océanographique, on part de là. Ensuite, on descend. Là, je sais qu'on est au moment du port, il y a le dédoublement avec l'histoire de... parce qu'on passe un rond-point, c'est tout lié à ça. Hein, et en fait, je sais qu'on va revenir par là, mais ça se dédouble. Ici, on remonte le long du palais. Là, on fait les tours du casino, parce qu'on fait 2 fois le tour. Assez complexe à comprendre par où ça passe. On fait 2 fois. Et là, on repart. De nouveau, là, c'est des histoires de théâtre, Grimaldi. Et puis, on remonte. Là, on remonte à nouveau. Et puis, en fait, vous voyez, c'est pas tout à fait juste, ce qui est très drôle. Mais c'était comme ça que je me voyais à ce moment-là. Hop, et on refait la boucle. Et après, en fait, effectivement, là, c'est des feuilletages de récits. C'est-à-dire, je sais qu'à cet endroit-là, il me faut plein de récits, parce que aussi, le petit train, pour tout vous dire, il ne fait pas tous les jours. Il ne fait pas à chaque tour 40 minutes. Il peut faire 50 minutes, il peut faire 1 heure. Donc, en fait, il faut que j'adapte. Quand je fais la performance, il faut que j'adapte le temps. Et je sais là où ça peut s'épaissir ou s'amincir, d'une certaine façon. Je sais là où il trace, et là où il s'arrête un peu plus, il y a des feux rouges, on va repasser devant le casino, donc voilà. Et après, il se trouve qu'on nomme cette performance le perroquet blanc, et que le perroquet blanc apparaît. Et que, alors, on regarde ce dessin pendant longtemps, puis il infuse un peu, parce que Lydie propose cette illustration. Et à un moment donné, on se dit, en fait, c'est un perroquet. Alors, je sais pas si c'est pas forcément. C'est une lecture, hein. Nous, il nous est apparu comme ça. Maintenant, je le vois, mais moi, j'ai mis beaucoup plus de temps que d'autres à le voir, parce que moi, je vois le. Je vois ton schéma. Je vois mon schéma, je vois ma boucle, mes récits. Enfin, c'est un document de travail au départ. Donc la performance se joue en septembre et on se propose évidemment de l'acheter, de l'acquérir, de la faire rentrer dans les collections du musée, parce que évidemment produire un tel récit, alors on a produit et on produira encore des projets comme ça qui peuvent être rejouer sans forcément nous appartenir. Là, en l'occurrence, ça paraissait légitime et évident juste de l'acquérir. Aussi parce que c'est une collaboration avec Isabelle et Sébastien qui sont les propriétaires de Monaco Tour, qui est la société qui gère le petit train, et qui sont des gens qui habitent juste au-dessus de chez Elodie, qui s'occupe de la communication chez nous. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est assez étonnant la façon dont ça paraît toujours évident, simple et spontané de produire ce genre d'œuvre-là, mais de le faire avec ta lecture en fait, de la réalité fait que toutes les choses paraissent des sortes d'évidences suite à des coïncidences. Mais donc on rencontre ces gens qui nous proposent cette performance qui hallucine littéralement. Enfin, imaginez-vous bien quelqu'un qui drive des petits trains dans une ville touristique et à qui tu dis on voudrait faire quoi. Ce qui est génial, c'est que
jusqu'à aujourd'hui, aucun ni Isabelle, Personne. ni Sébastien n'ont vu, Ni les n'ont chauffeurs, assisté ni les conducteurs, ni à personne. la performance. C'est aussi là où vous dites qu'il y a quand même des questions de rencontre et de confiance. Parce que finalement, Ils savent pas ce qu'on dit. c'est ok en fait. Il y a un peu le côté aussi, allez-y, ça a l'air bien. Et... Alors après, on commence à intriguer. Là, je pense quand même Vas-y. Thierry, le chauffeur, là, c'est pour ça que j'étais un peu. Il était très intéressé. Je dis, ah non, faut quand même vraiment que je l'écoute. Bah oui. Voilà. Et sachant qu'il y a des récits, des fragments, par exemple, qui appartiennent. C'est-à-dire que, en fait, pour vous dire aussi la manière de travailler, vous avez des références dans le récit que vous pouvez reconnaître comme étant soit historiques, soit des passages de films, de romans qu'on peut peut-être pas identifier comme tels, mais en tout cas, on sait que c'est cette matière-là. Et aussi une matière qui est les récits que les gens me font ici même. Et en fait, je suis sans cesse en alerte, quoi. Et là, tout à l'heure, le chauffeur du petit train, il m'a raconté des choses que je sais que ça va être dans la prochaine performance. Il m'a raconté des choses géniales. Il dit, ah oui, et voilà, il me raconte ses souvenirs à lui, et aussi ma performance, elle prend en charge ça. En fait, elle prend en charge la manière dont les gens vivent ici, ou traversent cette ville, cet état. Enfin, voilà, il y a tout un ensemble de choses comme ça qui font sens aussi dans cette construction. De façon plus large, parce que quand on s'intéresse à la fois à la production, mais aussi à l'acquisition de la performance, et de se poser la question en tant que musée qui l'achète, de se dire comment elle va nous survivre à tous, parce que si elle rentre dans les collections d'un musée qui conserve des œuvres qui ont plusieurs dizaines, centaines d'années pour certaines, la performance devrait participer de cette histoire aussi, puisque même si c'est une expression récente de la production artistique, elle devrait pouvoir être conservée d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a d'ailleurs des artistes qu'on a invités il y a quelques années, qui s'appelle l'Atelier Boronali, et qui est mené par Laurent Prex, qui enseigne la performance à la Villa Arson de Châteauté, et qui avait à l'époque commencé, avec le manual notamment, à réfléchir à la conservation de la performance, c'est-à-dire plus de l'ordre des traces, en fait, à la fois des documents, mais aussi de comment on peut faire survivre la performance à ceux qui la possèdent et ceux qui la créent. Puisque donc là, dans la logique d'acquisition, on se dit comment on va faire en sorte, comment on peut faire perdurer ce travail, quelle forme elle peut prendre avec et sans toi, et sans nous tous. J'aime bien la question de la survie. Ouais, ben oui, parce que c'est ça, ça disparaît tellement. C'est quelque chose qui est très fragile. C'est toi, comment tu dois dire, toi, la réponse? J'ai le droit. Bah de parler du 13e canal. On va. C'est comme un petit secret, un peu quand même, bah non, parce que c'était hier, donc c'est encore c'est super frais. Mais donc, le musée a acquis la performance, et en fait, il va y avoir une pièce sonore, bien sûr, mais cette pièce sonore, en fait, elle va intégrer, si tout se passe bien et si tout va bien et s'emboîte bien, le petit train, en fait. Donc le petit train, normalement, il y a une voie, il y a un guide normal, une voie de guide classique, pas normal, classique. Et il y a 12 langues, en fait, donc il y a 12 versions, donc 12 voix différentes. Et le 13e canal, ça serait une version alternative, donc cette version adaptée pour le petit train, que n'importe qui, en fait, n'importe quelle personne pourrait écouter. Et on est très content. On trouve que c'est vraiment très juste comme place, en fait. Même si après, on peut trouver d'autres formes et que c'est intéressant aussi. Moi qui travaille ces questions d'hypnose, je sais aussi que le voyage, il peut se faire sans le voyage. Voilà, je pense que c'est une pièce qui va fonctionner aussi. D'ailleurs, je pense qu'en fait, elle va réussir. Ça, j'ai un peu hâte de tester ça aussi. C'est-à-dire, je pense qu'elle va réussir, si je me débrouille bien, à faire effectivement que les gens vont avoir l'impression d'être dans ce petit train et de traverser toutes ces strates de temps et tous les espaces de Monaco. Sans forcément être dedans. Sans forcément être dedans. Mais néanmoins, espèce de quand même à nouveau de présence
Ah, je veux dire aussi, je pensais aussi des questions un peu politiques, un peu d'accès, un peu de... Ça reste très juste d'être sur le 13e canal. Ce serait une œuvre qui, a priori, pourra être consultée, enfin, écoutée par quelqu'un qui choisira ce canal-là. On a proposé ça à la société, qui accepte gentiment, mais avec enthousiasme aussi. Il faut dire, c'est pas juste... Je viens de penser qu'il y a sans doute des gens qui vont se tromper et tomber sur le 13e canal sans faire exprès. Bien sûr. Avant qu'on conclue, parce qu'on va respecter l'horaire, parce que je suis le garant du temps ici, pour faire en sorte que chacun fasse tout ce qu'il a à faire après, que sinon on continuerait à parler longtemps avec toi. Qu'on ait vos questions aussi, parce que je pense qu'il y a peut-être aussi des retours de ceux qui ont participé à la visite, pas du tout, à la performance. Aussi sur les questions des récits, parce qu'il y a tellement de références qui sont là, présentes, que ça a peut-être suscité des interrogations, des questions. Je peux commencer, mais des références à des présences anciennes d'artistes, femmes notamment. Est-ce que tu peux nous en citer une ou deux là qui ont été posées à certains endroits stratégiques de ton récit? Tu parles des artistes... des artistes auxquels tu fais référence dans ton récit et qui ont été présents ici, à la fois il y a un siècle, comme... Ouais, c'est vrai que je me suis intéressée beaucoup... Enfin, j'ai plus focalisé sur les femmes, mais pas seulement les artistes, effectivement. Bon, c'est Chanel, bien sûr, mais... Et à la fois d'ailleurs, pas seulement, par exemple, tu vois, tu me dis artiste, mais je pensais aussi à... il y a Nijinsky par exemple. C'est vrai que, après là, c'est assez clair dans le récit, c'est-à-dire, puisque je parle de Nijinsky, et finalement, je vais très rapidement, et je le dis, je vais vers la sœur de l'ombre, qui était artiste aussi, qui était metteuse en scène, et voilà, et ça, c'est tous les endroits, c'est pareil, c'est une notion de déplacement, en fait. Et c'est léger en fait, mais je pense aussi à ces figures, parce que je me suis aidée d'un livre qui était particulièrement sur les femmes à Monaco, au niveau historique et politique. Marie Lachance, Caroline, la mère de Charles. C'est ça, merci Jeff. Oui, c'est bien, tu nous as fait un cours de... Oui, mais c'est vrai que même moi, il faut que je révise, entre guillemets, à chaque fois un peu, parce que c'est une histoire très complexe et avec des gens qui ont des homonymes. Donc voilà, il faut naviguer. Mais à qui je pense encore... Et je pense aussi à des... Par exemple, je fais rentrer dans le récit des personnes qui, a priori, n'ont pas à voir avec Monaco en termes d'espace, mais par contre qui ont à voir en termes de temps. Et là, notamment, à chaque fois qu'il y a donc le 13 septembre, 15 septembre, 27 février, je regarde finalement qui est né ce jour-là et qui est mort ce jour-là, et je vais là à nouveau prélever des personnages. C'est pour ça qu'on a Chimamanda. C'est Chimamanda Adichie Ngozi, qui est une féministe. J'aime beaucoup qu'il y ait cette figure qui apparaisse ici, même si je ne suis pas sûre qu'elle ait foulé le sol de Monaco. Mais sa présence temporelle fait qu'elle est là. On a plein de figures comme ça qui apparaissent. Vincent. Par rapport à ce que tu as fait sur d'Orléans, je me demande si au bout de 10 ans, il y a des pèlerins ou des pèlerines dans l'aéroport, comme il y en aura certainement dans les petits trains de Monaco. Je n'en ai aucune idée. En fait... Une fan zone, je sais pas si... en fait, c'est... Alors, j'en ai aucune idée je pense que ça pose quand même des questions parce que ça n'est... En fait, on n'entend pas dans tout l'aéroport, on n'entend que dans la salle d'embarquement. Ouais. Ça veut dire qu'il faut prendre l'avion. Il n'y a que les personnes qui prennent l'avion 2 heures avant et 2 heures après.
Il n'y a que les personnes qui sont présentes dans la salle d'embarquement. Donc c'est quand même un dispositif assez spécifique et financier aussi, je pense, pour aller pouvoir entendre à tel point. Et puis aussi, et là c'est une vraie décision, qui est aussi une décision par la question financière, mais pas que. En fait, je n'y vais pas, en fait. Moi, j'y suis allée la première année pour enregistrer, pour avoir la preuve. Et après, j'ai décidé que c'était une œuvre qui pouvait se passer de moi, qui me survivait, en fait, qui n'avait pas besoin que je vienne valider par ma présence sa manifestation. Et ça, pour moi, c'était hyper important et hyper intéressant. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça, je n'ai pas besoin d'être... Enfin, il n'y a pas de... Je sais pas comment dire, c'est une œuvre voilà, qui vit sa vie aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir la mainmise de son autrice, là, qui serait son ombre portée, quoi. Je sais pas comment... Mais vraiment, elle a besoin d'une forme de collaboration quand même, parce que là, faut dire, c'est une ancienne étudiante du pavillon des Jeux qui cette année est allée faire l'enregistrement. Parce que si tu fais pas le check-in, enfin si tu... Si. Ah bah sans le check-in, ça marche aussi. Voilà. Après, non. J'avais besoin du ticket parce que c'était... Ah, c'était pour ça? Ouais, c'était pour avoir le ticket. Pour activer l'appel. Sinon, il faut juste que tu t'achètes le billet, ça marche comme ça. C'est sur Internet. Okay. Tu peux là, c'était pour qu'elle a fait l'enregistrement. Elle est allée, effectivement, c'est Ilona qui a fait l'enregistrement pour pouvoir sortir le ticket pour qu'on puisse l'exposer au McDonald's. Mais j'ai pas toujours un ticket qui d'ailleurs s'efface avec le temps. Après, c'est assez beau aussi, hein. Par exemple, les tickets qu'ils font maintenant, ils s'effacent avec le temps. Oui, donc voilà, tout est assez parfait, quoi. Non, mais il y avait encore des questions. Mais on les prend. Moi, si j'étais psychanalyste, je dirais qu'il y a le temps, mais il y a les fantômes un peu, non? Sans nul doute. Il y a plein de fantômes. Ouais, il y a la question des fantômes. Après, la question des fantômes, par exemple, on les travaille pas mal aussi en ce moment. Moi, je fais partie d'une unité de recherche à l'AIR. Et c'est la question des fantômes, on travaille dessus. Mais on travaille pas avec les outils de la psychanalyse, on va travailler plutôt avec les outils de l'agency et avec les sciences sociales, en fait. On va retourner aussi un peu, on va pas aller se poser des questions, d'ailleurs, on va pas prendre le paradigme croyance, pas croyance, on va aller vraiment sur qu'est-ce que les fantômes nous font faire, ou par quoi on est habité. C'est vrai que la question des architectures, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup dans ce sens-là. Mais oui, il y a de multiples fantômes, et pas que des fantômes humains. D'ailleurs, ça me fait une transition quand même assez parfaite. C'est notamment un des axes qu'on va travailler dans le workshop que je viens faire chez vous. Sur les fantômes, il y a un fantôme humain. Exactement, venez. She will be back. Ah oui, puis vous allez lire le texte, vous allez tout de suite me reconnaître. Très sinueux. Tu reviens Je reviens du 31 mars au 4 avril faire un workshop dans cette école. Et peut-être un peu chez nous aussi, au musée. Oui, on va essayer de faire un petit pont dans le Nord. Ouais. Avec le musée. C'est bien. Oui. Moi, j'avais parlé de nous, et est-ce que, moi, ça m'intéresse aussi l'histoire de présence, absence, etc. Et est-ce que nous, c'est vrai que moi, sur ces questions-là, alors, de manière très récente, par exemple, vous avez Grégory Delaplace qui vient de sortir un livre sur les fantômes. Lui, c'est un anthropologue, j'espère ne pas me tromper, sociologue, anthropologue, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est une analyse assez contemporaine. Après, moi, c'est vrai que moi, j'ai parlé de Jung. Moi, je suis plutôt partie sur le canal hypnose, donc effectivement avec une séparation avec la psychanalyse notamment,
Et là, moi, j'ai François Roustan, qui était hypnothérapeute, philosophe. Là, moi, je trouve aussi des réponses à l'intérieur. Après, c'est quand même assez spécifique. Mais c'est vrai que moi, c'est aussi une lecture qui m'a beaucoup... en fait, la manière dont il travaille l'hypnose, c'est exactement la manière dont je souhaitais travailler la performance. Donc moi, j'ai vu tout de suite des parallèles et puis des manières de travailler, d'être en veille élargie, par exemple. Ça, c'est des choses qui appartiennent aussi au chant, à ce chant-là. Voilà, c'est ce qui me vient en tête, mais je suis pas une... des fois, ça me vient pas. Mais... La suite au workshop. C'est le prochain épisode. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Edwin, pour le